Merci à toi et vous pour votre présence aujourd'hui. Je me présente, je suis Margot Bergeron, je suis urbaniste de formation. Moi, j'ai terminé mes études en 2012 à Aix-Marseille, à cet institut justement. Et j'ai travaillé quelques années dans l'urbanisme avant de reprendre une thèse en études urbaines que je viens de vous présenter aujourd'hui et qui s'est concentrée plutôt à partir d'une perspective sociologique sur l'investissement locatif et les rapports locatifs privés dans les quartiers populaires du centre de Marseille. Aujourd'hui, je vous propose de faire un rapide état des lieux sur le marché locatif privé dans les quartiers centraux. Et donc ma présentation, elle va s'intéresser à la production de cette offre qui loge des ménages précarisés tout en produisant de la vulnérabilité résidentielle. C'est un peu ça que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, que cette offre répond à une précarité résidentielle autant qu'elle en est productrice. Je m'attarderai d'abord sur l'investissement locatif et les stratégies des propriétaires bailleurs pour vous le montrer. Et puis, je m'intéresserai aux stratégies de sélection et aux rapports locatifs qui se déploient dans ce marché dans un deuxième temps. N'hésitez pas à m'arrêter si j'utilise des formules trop biscornues ou pas assez claires pour vous. Et puis, bien sûr, on pourra en discuter à la fin de ma présentation si vous avez des questions. Qu'en est-il des quartiers centraux de Marseille ? Dans une ville qui est marquée, comme on le sait, par des fortes inégalités sociales et territoriales, le centre-ville de Marseille il se caractérise par le maintien de certains quartiers populaires. Dans les quartiers de Noailles et de la Belle de Mai ou de Saint-Mauron, les revenus médians sont parmi les plus bas de toute la ville, comme vous pouvez le voir sur cette cartographie. Le taux de pauvreté est aussi particulièrement élevé dans ces quartiers. Ces quartiers, ils sont aussi affectés par des processus de gentrification qui ont tendance à s'accélérer tout en restant relativement inaboutis et qui ne suivent pas le même rythme en fonction des secteurs, donc qui sont plus avancés à Noailles, par exemple, qu'à la Belle de Mai ou encore que Saint-Mauron, qui est relativement à l'écart encore de ces processus-là. Les études sur les évolutions sociodémographiques du centre dans les 20 dernières années, elles montrent donc des processus d'embourgeoisement, mais aussi en parallèle des processus de paupérisation à des échelles micro dans ces différents quartiers. Un deuxième élément qui est important pour caractériser ces quartiers, c'est que ces quartiers disposent d'une offre de logement social qui est vraiment insuffisante au regard des besoins. À Noailles, on compte moins de 5% de logements sociaux, mais en fait, l'offre, elle reste quand même largement inférieure aux besoins des habitants de ces quartiers. Il faut aussi savoir à Marseille, comme c'est relativement de notoriété commune, que l'offre locative sociale, elle est concentrée dans des quartiers qui sont particulièrement relégués socialement. Et c'est le cas particulièrement des logements sociaux les moins chers. Pour les habitants du centre, ça signifie que quand on fait une demande de logement social, on fait face déjà à des délais d'attente qui sont relativement longs, voire très longs, et que l'attribution du logement social risque de les éloigner de leur lieu d'habitation. Ces deux aspects, ils sont renforcés pour certaines catégories de demandeurs de logements sociaux, c'est-à-dire notamment les plus pauvres et ceux qui font l'objet de discrimination dans les pratiques d'attribution des bailleurs sociaux, qui est un fait documenté. Les habitants de ces quartiers, ils logent du coup dans un marché locatif privé qui est prédominant dans ces quartiers et qui se caractérise par des problématiques de dégradation qui sont importantes. Ces problématiques de dégradation, elles sont liées à l'ancienneté du parc de logement, aux stratégies d'investissement ou de désinvestissement des propriétaires au fil des années, au dysfonctionnement du système de la copropriété qui tend à aggraver certaines problématiques de dégradation, plus largement aussi aux pratiques des acteurs de l'immobilier, puisqu'on a des agences immobilières ou des syndics qui contribuent parfois par leur stratégie de gestion à la dégradation de ce parc de logement. Et puis plus largement à la faiblesse de l'intervention publique qui s'est caractérisée par des logiques de laisser-faire
ou qui ont principalement misé sur des politiques municipales dites de gentrification entre les années 90 et aujourd'hui, qui ont favorisé plutôt des investissements publics, donc des grands équipements, l'intervention sur les espaces publics, le tramway par exemple, dans l'espoir de susciter de nouvelles stratégies par des investisseurs privés, qui de ce fait, du coup, réhabiliteraient l'offre de logements qui s'est dégradée au fil des années. Cette politique, elle s'est déployée avec assez peu de préoccupations pour le maintien des populations en place, voire parfois elle s'est déployée à dessein contre ces populations, et donc avec assez peu de préoccupations sur les conditions de logement qui étaient créées en attendant cet éventuel retour d'investissement par les investisseurs privés qui réhabiliteraient le patrimoine. Donc, cet état général de dégradation qui caractérise encore aujourd'hui le parc de logement des quartiers centraux, il a été illustré par l'ampleur de la vague d'arrêtés de péril qui a suivi les effondrements de la rue d'Aubagne en 2018. Donc c'est l'effondrement d'un immeuble dans le quartier de Noailles qui a entraîné la mort de 8 personnes et qui a ensuite entraîné une vague d'évacuation à travers la ville de plusieurs centaines d'immeubles et délogeant plusieurs milliers de ménages. Donc cette situation que j'ai décrite là, elle a valu au parc de logements privés des quartiers centraux une appellation de parc social de fait, qui était un peu le point de départ de ma thèse. C'était autour de l'existence de cette expression que j'avais envie de m'intéresser à la fonction sociale qui est attribuée au marché locatif privé. Donc, cette expression de parc social de fait, elle signifie que, par opposition au parc social de droit, qui serait le secteur HLM, le marché locatif privé jouerait un rôle dans l'accès au logement des ménages qui sont pour beaucoup maintenus à l'écart de l'offre locative sociale, parce qu'ils sont sur liste d'attente, mais aussi parce qu'ils n'ont pas forcément droit à ce type de logement, par exemple si on n'a pas de titre de séjour, ou alors que cette offre, elle ne permet pas de répondre à leurs besoins résidentiels, soit parce que donc insuffisante ou située dans des quartiers où ces ménages ne résident pas. Donc, cette appellation, elle est à prendre avec des pincettes parce que le marché locatif privé, il offre, et elle est critiquée pour cette raison, le marché locatif privé, il n'offre pas les mêmes garanties qu'un marché locatif social. C'est-à-dire, il n'offre pas la même sécurité. Le bail est beaucoup moins protecteur dans le secteur privé que dans le secteur social. Il n'offre pas les mêmes loyers. L'augmentation des loyers dans le secteur privé, il a transformé le poids du logement dans le budget des ménages et particulièrement pour les ménages les plus précaires du marché locatif privé. Et puis enfin, il n'offre pas la même qualité, c'est-à-dire que dans le marché locatif privé, on trouve des formes de dégradation du parc de logement qui peuvent être relativement importantes. Voilà, donc moi j'ai construit mon sujet autour de cette idée, plutôt d'ambivalence vis-à-vis de la précarisation, de cette réponse du marché à des ménages précaires, en m'intéressant à la fois ce marché qui loge des ménages précarisés par des fragilisations plurielles liées à l'emploi, au statut administratif, à la situation familiale. Et ces fragilisations, elles peuvent aussi et se cumulent à des discriminations ethno-raciales ou liées à la situation familiale pour certaines catégories sociales qui sont plus particulièrement confrontées à ces questions-là. Mais donc une réponse certes, mais une réponse limitée puisque ce marché produit des formes de vulnérabilité résidentielle pour ses locataires. Donc en effet, je vous ai dit des baux moins protecteurs, des loyers élevés par rapport au budget et puis des conditions d'habitat plus souvent dégradées, liées au mauvais état du bâti, à la suroccupation. De plus en plus aujourd'hui, on entend parler de précarité énergétique. Et je vais essayer de vous montrer dans le reste de ma présentation qu'il y a d'autres formes de fragilisation des locataires qui sont produites dans ce marché locatif-là. Je m'hydrate rapidement. Alors... Du coup, voilà, les questions de recherche sur lesquelles je me suis attardée au début de cette thèse, c'était donc
prendre le fonctionnement du marché locatif précaire comme objet d'étude pour essayer de réfléchir à comment cette offre se construit, puisqu'on parle d'un marché, donc qui investit, et puis comment les acteurs de l'offre y trient et classent les locataires à travers le parc de logement, à travers l'espace résidentiel aussi, et puis quels rapports locatifs sont produits dans ce marché. Donc, cette thèse, elle s'appuie sur une enquête de terrain que j'ai menée entre 2018 et 2022, qui s'appuie sur un peu moins de 40 entretiens avec des propriétaires bailleurs, des entretiens qualitatifs qui cherchaient à comprendre leur stratégie d'investissement, leurs pratiques de gestion. J'ai aussi mené des entretiens avec quelques agences immobilières et divers professionnels du monde de l'immobilier. Et puis, j'ai mené des entretiens avec des locataires et surtout observé des permanences d'accès aux droits liés à l'habitat dans lesquelles les locataires viennent chercher un appui juridique pour des situations de conflits locatifs. Donc, pour aborder mon premier point au sujet des propriétaires bailleurs et de leur stratégie d'investissement, je voulais d'abord très rapidement revenir sur ce qu'on sait des propriétaires bailleurs au niveau national. On sait que 13% des ménages français détiennent un bien locatif, un logement locatif. On constate une concentration de la propriété immobilière sans grande surprise chez les catégories aisées, puisque les 30% les plus riches sont plus souvent bailleurs et qui détiennent 60% du parc de logement. On sait aussi que la moyenne d'âge des bailleurs est plus avancée, que les hommes détiennent plus de biens immobiliers, et puis qu'il y a une certaine forme de multipropriété. Donc l'INSEE a une définition spécifique de la multipropriété. Mais bon, en gros, 50% des logements en location sont détenus par des ménages qui possèdent 5 biens immobiliers. Dans ces 5 biens immobiliers, il y aura la résidence principale, d'éventuelles résidences secondaires, voire des logements locatifs, voire d'autres types de logements. Donc, cette étude de l'INSEE qui est relativement récente et qui est parue au cours de ma thèse, elle est venue nuancer une image qui était plus souvent présentée du bailleur comme une personne qui détient 1 ou 2 biens locatifs. Dans tous les cas, moi je pense qu'on gagnerait à réfléchir à la multipropriété, à la détention de biens immobiliers, moins à partir du nombre de biens qu'à partir de la valeur de ces biens, puisqu'en fait, le nombre de biens ne permet pas vraiment d'établir ni les revenus, ni la quantité de patrimoine accumulé par... voilà, c'était une petite parenthèse. On sait aussi, donc, avec cette multipropriété, on sait qu'elle se situe plus souvent dans le centre des grandes villes. Donc, ça a aussi paru au moment de l'enquête. À Noailles-et-Belzins, on voit, donc c'est une cartographie que j'ai tirée de cette étude de l'INSEE, on voit la répartition des logements en location qui sont détenus par des propriétaires de 5 biens et plus, selon la même définition que je viens de vous donner. On voit du coup que dans l'hypercentre, Noailles-Belzins, le taux de logement détenu par des personnes qui sont multipropriétaires est très important. On atteint 70% du parc de logement. Dans des quartiers comme la Belle de Mai ou Saint-Mauron, on est entre 50 et 70%. Donc il y a des formes plus diverses de propriété. On sait aussi maintenant, ça c'est une étude de l'INSEE qui s'est concentrée sur le cas marseillais, on sait aussi maintenant au sujet des bailleurs marseillais que les biens loués par des propriétaires d'au moins 10 logements sont plus petits et situés majoritairement dans les quartiers centraux et les quartiers nord. Ce qui suggère que du coup, il y a des formes de multipropriété plus importantes dans ces secteurs et pour les petits logements. Ce qui coule de source, mais jusque-là, on n'avait pas vraiment accès à ces informations. Ni moi au moment où je fais mes premières enquêtes de terrain, et du coup, je me suis retrouvée confrontée à cet écart entre l'image du propriétaire bailleur possédant 1 ou 2 biens, l'image qu'on avait à cette époque-là, et puis en fait une réalité qui était tout autre avec les propriétaires que je rencontrais sur le terrain. Donc, pour mener ces entretiens qualitatifs avec les bailleurs, je suis rentrée en contact avec eux par Le Bon Coin. En ciblant des biens à la vente et à la location, situés dans des quartiers populaires et plutôt situés dans des gammes basses de prix par rapport à la moyenne du marché.
Donc, ces entretiens, ils permettaient de confirmer que les biens avaient pu être mis en location à des ménages précarisés sur le marché du logement. Donc, on peut compter là des actifs précaires qui ont des faibles revenus, concernés par des contrats courts ou des contrats à temps partiel, des parents isolés, des bénéficiaires des minima sociaux, par exemple du RSA ou de l'allocation adulte handicapé, beaucoup. Aussi, plus rarement, les propriétaires avec qui j'ai fait du bien ont pu mettre en location leur logement à des personnes sans titre de séjour. Et puis aussi, ça se recoupe avec des étudiants et des jeunes actifs, puisqu'il y a certaines portions du marché où cohabitent en fait des populations précarisées et puis des jeunes et personnes qui cherchent la mobilité dans le centre des grandes agglomérations. Donc, les biens que possèdent ces enquêtés, ils se situent majoritairement dans les quartiers où les prix à l'achat sont les plus faibles. Donc une grosse partie de leur patrimoine cumulé se concentre à Noailles, la Belle de Mai et Saint-Mauron. Parfois aussi dans les quartiers nord, dans les noyaux villageois des quartiers nord, comme la Cabucelle. Pour sélectionner les bailleurs, je n'avais pas de critères de dégradation du logement, parce qu'en fait, c'est difficile à établir à partir d'une annonce sur le Bon Coin, etc. Mais de fait, en fait, ils possèdent des biens qui se situent dans certains des pans les plus dévalués du parc de logement, qui sont, l'entretien permet de le comprendre, sont quand même soumis à des problématiques de dégradation. Même des propriétaires qui vont entreprendre des travaux, qui vont avoir des pratiques de gestion de l'appartement avec un entretien du bien, sont quand même soumis à d'autres formes de dégradation, simplement liées au phénomène de la copropriété, par exemple, qui tend à entraîner des processus de dégradation de logements, même de propriétaires déterminés à faire des travaux. Donc, ces profils de propriétaires, ce qui est intéressant, comme je vous le disais, donc j'en ai fait une typologie dont je n'ai pas vraiment le temps de vous développer tous les aspects, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, en fait, il y a une assez forte diversité des propriétaires qu'on peut retrouver sur ce marché, avec des tailles de patrimoine qui varient énormément, mais donc, comme je le disais, avec une forte représentation de ménages multipropriétaires qui peuvent posséder de 5 à 20 biens immobiliers. Donc cette surreprésentation de multipropriétaires, elle est sûrement liée à la spécificité donc, de ces stratégies d'investissement dans des petits logements dans les quartiers populaires, ce qui permet d'accumuler, je vais vous le montrer, un certain nombre de biens. Il y a aussi une assez forte diversité sociale de ces propriétaires. On va trouver, par exemple, des catégories qui sont d'anciens propriétaires occupants qui gardent un bien dans lequel ils ont pu réguler pour le mettre en location, qui n'ont pas forcément des revenus très importants. On trouve, par exemple, les bénéficiaires de l'allocation à l'adulte handicapé parmi les propriétaires enquêtés. Et ça va jusqu'aux multi-investisseurs professionnalisé qui va posséder plusieurs holdings, SCI, etc. Donc il y a vraiment un panel assez large socialement de propriétaires dans ces marchés. Cette diversité, c'est ce que j'essaie de montrer dans la thèse, elle a notamment à voir avec les conditions de marché et avec le rôle croissant aussi qu'on donne aux actifs immobiliers, la résidence principale et les investissements locatifs, dans la sécurisation de la position sociale individuelle. Je vais essayer de vous l'expliquer à travers quelques exemples, mais avant de revenir là-dessus... Tac. Rapidement, vous pouvez expliquer les deux axes, la manière dont... Oui, en fait, la typologie, elle est construite, si vous voulez, en lien avec cette idée de rentabilité immédiate qui caractérise les investissements dans le marché, ce que je vais vous expliquer là. Donc avec des stratégies, disons, spécialisées qui se concentrent principalement sur cette rentabilité. Et elles croisent avec le rôle que joue le patrimoine immobilier dans la position des ménages. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup de biens accumulés? Est-ce que c'est une petite épargne qu'on va pouvoir ensuite re-rendre liquide par d'autres investissements? Est-ce que c'est un placement long terme? Ou
est-ce que c'est carrément une activité? Parce qu'en fait, on constate vraiment dans l'investissement locatif, particulièrement dans ces segments, des formes de professionnalisation dans l'immobilier. Mais si je vous l'explique en long, ça va Donc, couper plus tout. on s'éloigne de l'origine, en fait, plus ça devient professionnel, en tout cas Ouais, important comme activité. alors voilà, on a plutôt en bas à gauche, on aurait le petit propriétaire qui a 1 ou 2 biens locatifs, et en haut à droite, les multi-investisseurs au portefeuille très diversifié. Voilà. Avec, au milieu, il y a une colonne là, avec des formes de spécialisation aussi à l'intérieur du marché, avec des propriétaires qui vont vraiment avoir un patrimoine dans le marché locatif précaire d'une dizaine, vingtaine de biens, des fois, qui se spécialisent sur ce filon-là. Excusez-moi. Oui. Du coup, j'ai une question. Parce que donc, vous avez parlé du fait que, par exemple, ça pouvait être des personnes qui avaient habité le logement et qui le gardaient pour le louer. Et du coup, vous avez étudié le fait que ce soit des patrimoines familiaux, qui soient, par exemple, l'immeuble entier a été donné à la famille et Oui, il y a aussi des formes d'héritage, bien évidemment, qui sont présentes là aussi, avec des stratégies, bon là je vais partir dans des digressions, mais des stratégies qui sont intéressantes à constater, parce que notamment l'héritage d'immeubles entiers va souvent concerner des ménages qui sont quand même relativement aisés et qui du coup vont avoir des stratégies différentes dans la gestion de ces biens. Donc par exemple pour la transmission, on va faire une sélection du patrimoine à transmettre. Donc, il y a des bailleurs qui vont plutôt se débarrasser de ces petits logements-là pour transmettre des biens plus nobles, par exemple, à leurs enfants. De la même façon, si on hérite d'un immeuble, on va éventuellement l'exploiter comme tel, mais ça arrive relativement rarement, ou alors réfléchir à est-ce qu'il peut être revalorisé, comment, et voir si ça colle à nos stratégies d'exploitation, enfin aux stratégies d'exploitation du bailleur, que ce soit plutôt de l'investissement locatif centré sur la rentabilité immédiate, mais il faut vraiment que je vous explique ça, ou d'autres formes de valorisation. Je ne sais pas si j'étais très claire dans ma réponse, mais en tout cas, l'héritage, c'est une part non négligeable de la façon dont on accède à l'investissement locatif, que ce soit par l'héritage direct de biens ou par l'héritage d'une petite somme qui permet de petites sommes. Vraiment l'héritage de biens. Oui. Parce que comme c'est le centre-ville ancien et tout ça. Ça existe, oui. Alors, donc, ce marché centré sur la rentabilité. En fait, ce qui est intéressant à regarder, et qui est un des premiers aspects qui est relativement étonnant quand on s'intéresse à ces pans-là de marché, c'est que bien que les prix d'achat soient relativement faibles, et ils l'étaient plus à l'époque de l'enquête qu'aujourd'hui, puisqu'il y a eu une progression, une augmentation des niveaux de prix, mais quand même les ratios restent les mêmes aujourd'hui. Un des premiers aspects que l'enquête révèle, c'est que ces investissements, ils ne sont pas sans valeur économique. En fait, ils sont ancrés dans une logique de rentabilité immédiate qui fait que les prix à l'achat, ils sont faibles, mais les loyers, ils sont relativement élevés par rapport au prix d'achat, ce qui produit des taux de rentabilité élevés. Donc le taux de rentabilité, c'est un ratio, c'est une convention que les acteurs de l'immobilier, les propriétaires, les agents immobiliers utilisent pour évaluer la valeur des biens. Et donc, c'est un ratio entre les loyers perçus en une année et le prix d'achat, qui permet d'estimer le rendement qu'on pourra tirer d'un investissement. Donc, il complète généralement une autre façon d'évaluer l'intérêt d'un achat immobilier qui repose là plutôt sur la valorisation patrimoniale et qui parie plutôt sur la sécurité du placement. C'est comme ça, par exemple, qu'un investisseur peut décider d'investir dans un logement très peu rentable dans le centre, par exemple, de Lyon, en se disant, en fait, là, il y a une vraie valeur de ce bien qui va continuer d'augmenter, puisqu'on a tendance à parier sur l'augmentation des prix immobiliers, parfois à tort, mais donc l'idée de sécurité du placement qui vient généralement contrebalancer cette recherche de rentabilité.
Donc je vous ai mis, pour vous montrer que c'était quand même une façon d'évaluer les biens qui est diffusée, qui est partagée parmi l'ensemble des acteurs du marché. Je vous ai mis cette infographie du magazine de Capital, avec cette représentation de où est-ce qu'on trouve des bons taux de rentabilité à Marseille. Alors le magazine, il fait plutôt la publicité de certains types de produits spécifiques comme la location courte durée ou les résidences étudiantes où on va trouver des taux de rentabilité à 10,5 ou 8% à Saint-Jérôme. Donc dans le secteur, les studios se vendent à 55 000 € avec 5 000 € de rafraîchissement. Mais ce qu'on voit aussi sous ces différents encarts, c'est un taux de rentabilité qui est calculé à l'échelle de la ville. Et on voit ces aplats gris. On voit bien se détacher Noailles-Belzun, c'est le 3e arrondissement, qui se situe entre ces 8 et 10% de taux de rentabilité. Donc certains taux relativement élevés et dont on fait vraiment la publicité, notamment dans ces magazines spécialisés sur l'investissement locatif à Marseille dans les années 2018, jusqu'en 2018. Après, peut-être que ces messages se sont taris, mais en tout cas, à Marseille, dans les quartiers populaires, on trouve encore des taux de rentabilité qui défient toute concurrence. Et en effet, on retrouve parmi les enquêtés un leitmotiv assez récurrent autour de la quête de rentabilité à 10%. Donc, dans le même magazine, il y avait d'autres villes, j'imagine? Sur celui-là, je ne me rappelle plus, je dois vous dire la vérité. Mais il y a d'autres villes qui sont réputées pour leur rendement locatif, notamment certaines petites villes en déprise. Et ces rendements locatifs, ils ne sont pas toujours au rendez-vous très concrètement dans les investissements des bailleurs. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui revient de façon récurrente dans la presse spécialisée. Donc, c'est quelque chose, cette rentabilité qui est dans les discours des acteurs immobiliers qui rend l'investissement rémunérateur et donc intéressant. Et elle est présentée, donc pourquoi est-ce qu'il y aurait cette forte rentabilité ? Elle est présentée comme la compensation d'un risque plus élevé qu'il y aurait dans ces quartiers, du fait de risques d'impayés, du fait de risques de dégradation des biens, etc. Ces risques qui seraient donc pris par l'investisseur, mais on peut nuancer cette idée parce que dans les stratégies d'investissement, justement, les investisseurs ils vont trouver des façons de se libérer de ce risque. Donc, la recherche de rentabilité immédiate, ce n'est pas l'unique stratégie d'extraction de la valeur dans ces quartiers, notamment au regard de stratégies de revalorisation qui peuvent avoir lieu dans un contexte de gentrification, etc. Mais elle joue quand même un rôle important, elle reste centrale à ce fonctionnement, tout en ne prenant pas exactement le même rôle dans les stratégies d'investissement des bailleurs. Ça risque pas de changer, il n'y a pas une loi qui est passée par rapport à la location saisonnière dans cette activité? Alors oui, il y a une loi qui est passée par rapport à la location saisonnière et des pratiques d'encadrement de la location saisonnière beaucoup plus importantes à Marseille dans les dernières années. Mais ça n'affecte pas vraiment ces segments-là de marché qui sont ceux du logement locatif, location nue, location meublée à long terme. Ah oui, alors oui, pardon, oui, par rapport à ça, oui, ça c'est 2017. Alors avant que le contrôle des mesures se mette en place et permette vraiment de limiter ce genre d'investissement, il y a encore un peu de marge. Mais en effet, maintenant en tout cas, il y a eu un certain nombre de mesures qui visent à limiter l'écart de profit qui était faisable entre les niches fiscales, etc., qui favorisaient l'investissement locatif courte durée par rapport à du logement long terme. Je vais exploser le temps, je pense, mais vous m'arrêterez. Et du coup, donc ce rapport à la rentabilité, en fait, il joue un rôle différent en fonction des profils des bailleurs. Il va dépendre notamment de leur capital économique de départ et des logiques d'investissement qui est privilégié. Donc,
pour vous brosser un rapide portrait des enquêtés, j'utilise le rapport à la rentabilité qui permet d'éclairer différentes stratégies d'investissement. Donc, un intérêt majeur de la forte rentabilité, c'est qu'elle permet avant tout ce que certains appellent l'autofinancement de l'investissement, c'est-à-dire que le loyer il va couvrir largement les mensualités de crédit et paye donc aussi les charges et autres frais afférents à la propriété. Ce qui fait de ces investissements-là des investissements qui sont réputés accessibles pour notamment des bailleurs jeunes et ou avec pas forcément un apport très conséquent. Ça permet cette forte rentabilité, elle permet de les solvabiliser aux yeux de la banque et de capitaliser sans effort, puisque une fois le prêt remboursé, la rentabilité du bien permet de sécuriser un revenu complémentaire qui peut être intégré au budget courant du ménage. C'est le cas, là je vous ai mis l'exemple de Pascal, 60 ans, qui est bénéficiaire d'une pension d'invalidité, et de son épouse qui a l'allocation adulte handicapé, qui ont acheté un T1 à la Belle de Mai grâce à une somme que Pascal a obtenue dans le cadre d'un plan social. Et qui donc ont choisi cet appartement en fonction des mensualités qui pourraient couvrir facilement avec le crédit, ce qui permet donc d'avoir cet investissement qui aujourd'hui rapporte. Donc ce couple qui loge en HLM à Aubagne bénéficie de quelques revenus complémentaires avec ce bien, intègre donc directement les ressources dans leur budget quotidien. Mais donc il y a ces quelques rares cas de ménages bailleurs relativement modestes qui vont utiliser cet investissement comme un complément de ressources. Cet argument de l'autofinancement, il intéresse en fait beaucoup plus largement aussi des ménages de classe moyenne qui sont attirés par un placement qui ne va pas trop empiéter sur leur capacité d'emprunt, qui leur permet de se constituer une épargne à moindre frais, notamment s'ils cherchent encore à acquérir une résidence principale. Donc, une partie des enquêtés, ceux qui étaient en bas à gauche, là, dans la typologie que je vous ai montrée tout à l'heure, ils vont s'arrêter là en acquérant un ou deux biens par ce mécanisme. Mais ce qui est... Attends, c'est le mauvais sens, pardon. C'est là. Voilà. Donc, pour ceux dont la démarche d'investissement elle se prolonge ou ceux dont le capital de départ il est plus étoffé, les prix du marché locatif ils permettent aussi et surtout de cumuler un nombre important de biens. Cette accumulation de projets d'investissement à forte rentabilité locative, elle permet aussi d'augmenter leur capacité d'endettement, de crédit auprès des banques. Particulièrement pour ceux qui ont investi dans des périodes où les taux d'intérêt étaient faibles ou alors quand les pratiques des banques étaient encore peu encadrées. Donc, par exemple, il y a l'exemple de ce bailleur qui va de banque en banque, qui a même sollicité des crédits auprès de plusieurs banques différentes, qui atteint des taux d'endettement très importants. C'est une stratégie relativement risquée, mais ce qui lui permet d'accumuler en moins de 10 ans, en quelques années, une dizaine de biens locatifs et donc un patrimoine relativement conséquent. Ce Sébastien, chauffeur de bus et indépendant, il a donc multiplié les prêts au cours des années 2000. Et du coup, se concentre, lui, dans une stratégie qui vise à mettre en location ses biens, principalement à des mères de famille isolées, sécurisant ainsi ses revenus locatifs par les allocations logement que ces dernières touchent. Donc, cette forte rentabilité et les facilités d'accès aux prêts immobiliers, elles ont non seulement solvabilisé un nombre assez important de bailleurs, mais aussi contribué à la création de patrimoine relativement important en termes de nombre de biens cumulés. Donc, chez des bailleurs qui vont mobiliser cet investissement locatif comme outil d'accumulation, pour certains comme placement en prévoyance de la retraite, ou alors pour se dégager aussi des marges de manœuvre par rapport au salariat, notamment en accompagnement de parcours vers l'indépendance professionnelle. C'est notamment le cas pour des bailleurs qui sont généralement des jeunes hommes issus de classes moyennes et pour certains de classes populaires, pour lesquels l'investissement locatif va aussi être au service d'une stratégie d'ascension sociale. Enfin, on trouve chez les bailleurs mieux dotés un dernier rapport à la rentabilité dans ce marché,
Donc, certains disposent d'un capital économique important, hein, par des revenus locatifs, par les revenus salariés, un patrimoine hérité, on en parlait tout à l'heure. Et là, la rentabilité va plus souvent compléter d'autres formes d'investissement plus diversifiées, d'autres segments de marché, la location de courte durée, un investissement en Pinel, en défiscalisation, voire des placements financiers, puisque généralement, plus on augmente en patrimoine, plus ce patrimoine est diversifié. Donc, les premières acquisitions dans les segments de marché étudiés, elles ont pu servir de tremplin à certains qui ont commencé à investir jeunes et qui ont diversifié leurs investissements au fil du temps et au fil de leur ascension professionnelle. Et puis, pour d'autres, la rentabilité peut aussi présenter un effet d'aubaine, hein, pour des investisseurs plus tardifs qui vont chercher à faire la bonne affaire dans le marché étudié. Donc, c'est le cas, par exemple, de ce cadre en reconversion qui a commencé à investir plutôt sur le tard, qui a acquis des biens en Pinel avec son compagnon et qui souhaite se reconvertir donc et qui s'appuie là-dessus qui s'appuie sur l'immobilier pour se sécuriser un revenu. Donc j'en avais un, j'étais content. Après, c'est une petite adrénaline. En gros, les investissements dans ce segment de marché sont aussi un bon coup à faire, un investissement qu'on fait à peu de frais et qui est rapidement rémunérateur. Donc pour des bailleurs issus de ces classes aisées, cet investissement est généralement complémentaire à d'autres modalités d'investissement, comme je disais, qui permettent d'optimiser la gestion du capital, d'un capital économique relativement conséquent, et puis d'en assurer la reproduction et la transmission. Donc ces stratégies, elles ont aussi un effet très concret, hein, sur l'offre de logement. C'est une recette, comme je le disais, qui se diffuse parmi les investisseurs, parmi les intermédiaires, et qui produit des effets donc réels sur l'offre de logement. C'est ce qu'on peut rapidement voir avec l'exemple d'un couple d'investisseurs, Cécile infirmière, son époux policier, qui ont une stratégie d'investissement qui est tournée, hein, vers la rentabilité immédiate, qui ont acheté successivement 5 petits appartements à la Belle de Mai et dans le quartier Saint-Marcel au début des années 2010, et qui louent ces biens principalement à des locataires précaires par bouche à oreille. Cette stratégie d'investissement, elle est motivée par les conseils de leur entourage. Comme l'enquête l'explique, on nous a orientés vers là, comme quoi c'était des quartiers où ça se louait bien, et comme quoi avec la CAF, ça s'autofinançait. Donc il y a vraiment des formules de l'investissement locatif rentable, plus ou moins élaborées, hein, qui se déploient, qui se diffusent et qui influencent les choix d'investissement en incitant les bailleurs à cibler des quartiers à bas prix où la demande locative est forte. Spécifiquement, les bailleurs enquêtés ciblent plutôt des petites typologies et des petits immeubles, ce qui les met, disons, à l'écart de propriétaires bailleurs qui, eux, vont cibler les grandes copropriétés dégradées, qui sont des investissements plus risqués. Donc, il y a aussi différentes stratégies, disons, de gestion du risque, hein. On est prêt à faire un investissement risqué pour de la rentabilité, mais on essaye bien sûr de limiter ce risque. Donc, on peut se tenir à l'écart d'investissements dans les copropriétés dégradées qui sont considérées comme trop risquées ou trop moralement répréhensibles, hein, pour certains. Et donc, cette recherche de rentabilité, elle se traduit aussi dans le logement loué, puisqu'elle va pousser le prix des loyers vers le haut. Elle va favoriser des stratégies d'entretien minimal. Ici, l'appartement revendu, il est relativement vétuste. Ça se traduit aussi par des stratégies de division des appartements, ce qui permet d'augmenter mécaniquement la rentabilité du bien. Donc cet investissement dont la rentabilité est présenté comme une aubaine, je le disais, comporte un certain nombre de risques qui sont généralement minimisés au moment de la vente. Ici, l'annonce immobilière, comme on le voit souvent, vante, hein, le très bon rapport locatif du bien. Parfois même, les taux de rentabilité sont annoncés. Alors qu'en fait, Cécile et son époux, ils disent revendre ici parce que le bien n'est pas si facile à gérer, parce qu'en fait, ils ont des locataires précaires qui sont payés un peu au lance-pierre par leur patron et que du coup la récupération des loyers s'avère être en fait un peu d'aller frapper aux portes tout le temps pour aller récupérer des bribes de loyer par-ci par-là. Qu'en plus de ça, les locataires, en fait parfois ils ont des interruptions de versement de la CAF qui du coup jouent, hein, sur la stabilité des revenus donc on peut tirer de cet investissement.
puisque dans ce cas-là, c'est les bailleurs qui reçoivent directement les aides. Et puis, les immeubles, là, en l'occurrence, sont concernés par des dysfonctionnements internes à la copropriété, des litiges en cours avec un syndic. Sur un autre immeuble, il y a un arrêté de péril, en fait, qui viennent entamer la rentabilité promise de l'investissement, qui repose sur le paiement du loyer et des frais d'entretien limités. Oui. Du coup, là, il le revendait le même prix qu'il avait acheté ou il essaie de le vendre? Il n'y a pas, ouais, il y a la plus-value à la revente, c'est généralement limité, bien qu'il puisse y avoir. Rentabilité locative. Ouais. Après, ça n'empêche pas d'essayer de faire une bonne opération quand on n'est pas loin de remède et que du coup, on se dit que peut-être que ça peut monter. Mais c'est pas la. Voilà. 10h37. Et ben, j'ai fait que ma première partie, mais du coup, je peux conclure là-dessus et puis tant pis pour le reste. Et je sais pas jusqu'à quelle heure on se donne. Non, on avait estimé une heure chacun Ouais. entre présentation et questions, donc on a déjà commencé plus tard. Ok. Et puis je me dis que peut-être les questions peuvent être glissées aussi au cours, comme vous le faites déjà, au cours de la présentation. Ok. Donc peut-être que je peux faire ma deuxième partie alors. Si vous êtes d'accord. Voilà. Donc sur cet aspect propriétaire-bailleur, stratégie d'investissement, donc on voit que le risque qui est lié à cette rentabilité, hein, il se reporte entre autres sur les locataires. Par exemple, en entraînant des conditions d'occupation dégradées des logements, ou aussi pour assurer la rentabilité du bien. Comme je disais, il faut bien percevoir le loyer et on retrouve des stratégies revendiquées de gestion violente ou coercitive des impayés parmi ces bailleurs. Voilà. Donc, l'enquête auprès des bailleurs, elle montre plusieurs choses. Elle montre d'une part que le patrimoine immobilier, il joue un rôle croissant dans des stratégies de sécurisation individuelle face à l'amenuisement des protections collectives. On investit pour sa retraite, on investit pour se dégager des marges de manœuvre par rapport à un emploi salarié, pour se protéger de périodes de chômage. Enfin, voilà. C'est devenu, l'actif immobilier, c'est une façon de se protéger, de s'offrir une protection sociale individuelle quand on peut se le permettre face à l'amenuisement de ces protections collectives. C'est important de le rappeler. C'est important de montrer aussi que ça se joue de différentes façons en fonction des catégories sociales des ménages, de leurs revenus. Donc, avec, pour les ménages les plus aisés, vraiment un outil qui est au service de la reproduction d'un capital économique, dans des stratégies d'optimisation, de gestion de patrimoine qui sont relativement conséquents, ou pour d'autres, plutôt la sécurisation de la position sociale, voire à la marge, ça accompagne, comme je le disais, des stratégies d'ascension sociale pour contrecarrer le fait de ne pas être soi-même héritier, ce qui est de plus en plus aujourd'hui une condition pour accéder à la propriété immobilière, tout simplement. Donc on peut investir dans ce marché-là pour cumuler assez, pour ensuite acheter sa résidence principale, par exemple, tout simplement. Mais donc plus largement, les éléments de cette première partie, ils permettent de montrer que ces conditions de marché-là, cette rentabilité réputée, elle contribue à la diversité sociale des bailleurs qu'on va retrouver sur ce marché, parce que cette diversité sociale, elle n'est pas représentative de la catégorie bailleur social à l'échelle nationale, ni même la taille des patrimoines. On va avoir beaucoup de patrimoines relativement étendus, avec beaucoup de biens, mais des petits biens, ce qui peut aboutir à des patrimoines conséquents en valeur. Et puis enfin, donc, la prédominance de ces stratégies, elle est productrice de mauvaises conditions de logement, ce que j'ai un peu commencé à montrer et ce que j'aimerais bien déployer aussi dans cette deuxième partie sur la stratégie de sélection et les rapports locatifs. Donc, dans cette dernière partie, je voulais commencer par les stratégies de sélection, parce que je trouve qu'elles sont intéressantes pour montrer comment l'offre produite, elle trie, elle classe, elle hiérarchise les candidatures des locataires et qu'est-ce que ça crée dans la relation locative. Mais d'abord, peut-être quelques mots sur le rapport locatif, qui n'est pas un rapport comme un autre. Ce n'est pas une transaction marchande comme un autre, c'est un rapport qui s'engage généralement dans la durée, puisque encadré par un bail, qui met en jeu et souvent en tension deux droits sur un même bien,
celui du propriétaire, qui, comme je disais, encouragé par le législateur, voit dans le logement un produit d'épargne, de placement, voire d'enrichissement. Et puis celui du locataire, qui, lui, doit disposer d'un endroit où se loger de façon autonome et décente. Donc ce rapport, il est médié par le droit, il est encadré, mais il reste asymétrique par définition, notamment en lien avec le fait que les propriétaires sont très majoritairement plus aisés que leurs locataires. Et puis ces deux droits sur ce même bien, et ils sont pas équivalents. Donc, comme je disais, il y a une certaine diversité sociale des propriétaires bailleurs. Donc, il va y avoir, on peut constater certaines proximités sociales, d'histoire familiale ou d'expériences de minorisation que les propriétaires peuvent avoir vécues comme leurs locataires. Mais en fait, le rapport locatif, il implique généralement une distance et une asymétrie de position qui va renforcer l'opposition entre ces statuts bailleurs et preneurs. Et l'asymétrie, elle est bien évidemment d'autant plus forte qu'en fait, le locataire est précarisé sur le marché du logement. Donc, j'aimerais bien vous montrer comment ces pratiques de sélection, elles contribuent au classement à travers le parc de logement et à travers l'espace des locataires, et puis ensuite comment elles influent sur le rapport locatif. Donc, les bailleurs enquêtés, pour choisir leurs locataires, ils sont confrontés à une forte demande locative. Ils ont un choix à faire pour sélectionner le locataire parmi des candidats qui sont majoritairement précarisés sur le marché du logement à des degrés plus ou moins importants. Donc, pour s'assurer du bon paiement du loyer, l'évaluation des ressources, sans surprise, à la fois la nature et la quantité interviennent, mais c'est aussi les garanties potentielles en lien avec ces ressources qui vont déterminer le choix du locataire. Donc, les bailleurs, ils peuvent mobiliser certains outils classiques, disons, pour garantir les loyers, notamment les garanties loyers impayés, qui restent en fait à la marge dans ces segments-là, puisque les conditions sont généralement trop restrictives pour couvrir les locataires. Alors, il y a des stratégies quand même. Par exemple, il y a certaines garanties loyers impayés qui acceptent de couvrir un locataire au bout d'un certain temps de bon paiement du loyer, quel que soit le statut de ce dernier, etc. Donc, elles interviennent quand même dans ces segments de marché. Il y a certains profils aussi, par exemple les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé qui peuvent, à certaines conditions, en bénéficier. Donc, les garanties loyers impayés ne sont pas absentes de ce marché. Mais donc, leurs conditions sont quand même restrictives et en plus, elles ont un coût, ce qui vient entamer la rentabilité et ce qui pousse certains bailleurs à plutôt éviter de les utiliser. On a aussi la VISAL, qui est donc une garantie d'État qui est destinée plutôt aux jeunes et aux actifs précaires, qui intervient là aussi plutôt à la marge, mais qui est utilisée dans ce marché. En fait, la principale forme de garantie qui est utilisée, c'est surtout les garants physiques, la caution solidaire. Donc, ça a l'avantage de la gratuité et ça permet de vérifier, sur ce qui est important pour les bailleurs, l'insertion sociale de la personne et pouvoir faire appel à ce cercle social aussi en cas d'impayé, de difficulté, pour aider à remettre en ordre le comportement du locataire. En fait, c'est surtout la garantie par un garant permet d'encastrer socialement la relation locative, ce qui est un des mécanismes que les bailleurs ont à leur disposition pour encadrer le comportement du locataire. On le voit peut-être plus précisément avec des formes de garanties informelles qui viennent compléter ou parfois remplacer, en fonction des situations, ces garanties formelles qui existent. Le bouche à oreille ou la cooptation, parce que les deux sont généralement liés. Donc, des formes de garantie qui sont liées aux appartenances sociales, comme ici ce bailleur Malek qui accepte de louer aux personnes recommandées par les gars de son chantier, qui sont des ouvriers roumains, et pour lesquels, du coup, il n'utilise pas les mêmes outils de garantie, puisqu'en fait, l'encastrement social de la relation locative, en lien avec le patron, en lien avec une communauté d'appartenance, lui permet de sécuriser, entre guillemets, le bon paiement du loyer, le bon comportement dans le logement. Donc, la garantie de ce système, elle repose sur des mécanismes de contrôle social, d'encastrement de la relation locative et de personnalisation des rapports.
ces pratiques, elles ne sont pas spécifiques au marché locatif précaire. En fait, on les retrouve partout, on les retrouverait dans tous les segments de marché. Mais par contre, elles jouent un rôle singulier pour les locataires qui ne présentent pas les garanties habituelles ou qui sont plus souvent exclus du marché locatif, puisque elle leur permet tout simplement d'accéder au logement. Et puis, elles marquent quand même durablement le rapport locatif en instaurant des relations de redevabilité. J'espère que j'aurai le temps d'y revenir. Donc, un deuxième un outil pour garantir le paiement du loyer, c'est aussi en fait tout simplement d'utiliser, je l'ai un peu dit au fil de la présentation, mais les allocations logement comme outil de garantie contre les loyers impayés. Donc, elles ont l'avantage de pouvoir être versées directement au bailleur. Et elles ont tendance à être utilisées donc, comme assurance loyer impayé lorsque les locataires cessent le paiement du loyer. Pour beaucoup, les allocations logement, elles ont un vrai rôle en ce qu'elles permettent de moduler les exigences habituelles. C'est-à-dire qu'au moins, il y a une partie du loyer qui est sécurisée, donc on peut se permettre de louer à un locataire pour lequel le logement représente un taux d'effort de 50%, c'est-à-dire qu'il doit mettre la moitié de ses revenus dans le logement, mais au moins, il y a une partie conséquente qui est assurée par ces allocations. Donc certains bailleurs, ils vont, comme je l'ai un peu évoqué, jusqu'à se spécialiser dans ce segment de marché. Et alors là, dans ce cas-là, les allocations logement deviennent le premier critère de sélection des locataires. Mais les bailleurs, au-delà de ces garanties-là, ils hiérarchisent aussi les candidats à la location en fonction de considérations donc, économiques, assurantielles, liées aux revenus, aux garanties, mais aussi en fonction de catégorisations sociales, morales, ethno-raciales qui sont liées à la nature des ressources, au genre, aux religions et appartenances supposées. Toutes ces catégorisations-là, au moment du processus de sélection, elles visent à anticiper le bon paiement du loyer et le bon comportement du locataire dans le logement. Elles peuvent aussi permettre de déterminer qui mérite d'être logé, puisqu'au moment de la mise en location, le bailleur détient un véritable choix entre différents profils de locataires. Ces catégorisations, elles aboutissent à la construction d'une catégorie de locataires qui sont plus souvent considérés comme des locataires à problème et qui tendent à être plus souvent discriminés dans les processus de sélection. En fait, on trouve là des processus similaires à ce qui se passe dans les pratiques d'attribution des bailleurs sociaux qui identifient des profils de mauvais locataires à qui ils ont tendance à moins louer leur patrimoine ou qui reportent sur une offre spécifique. Donc, parmi les catégories qui tendent à être plus souvent mises à l'écart durant le processus de sélection, la catégorie des locataires sans titre de séjour stable, c'est sûrement la plus fortement exclue. Elle est reportée sur des filières spécifiques, principalement diffusées par le bouche à oreille ou par des intermédiaires informels dont les services sont souvent payants. Et elle est reportée donc, sur les pans les plus dégradés du marché, sur les marchés de la sous-location, du squat ou de l'hôtel meublé éventuellement. La deuxième catégorie qui est particulièrement identifiée comme une catégorie à problème, c'est celle des allocataires, plus spécifiquement des bénéficiaires de certains minima sociaux, puisqu'il y a des formes de hiérarchisation des bénéficiaires des minima sociaux, donc particulièrement le RSA, qui peuvent aussi être reportés sur des filières spécifiques, avec certains bailleurs qui se spécialisent dans leur logement. Et puis, enfin, il y a des groupes ethnicisés, racialisés, qui sont les locataires généralement perçus comme musulmans, arabes, comoriens ou gitans, qui sont plus souvent évincés par les bailleurs, certains bailleurs qui pratiquent une discrimination ouverte envers ces catégories de locataires. Donc, ces catégories, elles ne sont pas nécessairement partagées par tous, mais elles génèrent des discriminations dans l'accès au logement pour ces catégories de locataires, notamment celles qui cumulent des caractéristiques jugées négatives par les propriétaires. Au-delà des pratiques donc, discriminatoires qu'on constate, en fait, en contrepoint de ça, il y a aussi des formes d'instrumentalisation de la vulnérabilité qu'elles produisent. Pour certains bailleurs qui se spécialisent dans le logement des ménages précaires, privilégier un locataire précaire qui peine à se loger dans le reste du marché, en fait, est une façon de s'assurer du bon paiement et de la facilité de gestion du bien.
Je vous ai mis une citation en exemple là, d'un propriétaire qui, voilà, pour qui les cassos, entre guillemets, sont ceux qui payent le mieux et pour qui c'est le loyer avant de manger. Il y a vraiment des discours, parmi ceux qui louent au profil les plus précaires, des discours récurrents sur le fait que ces locataires sont moins exigeants sur la qualité du logement, bons payeurs et censés être plus dociles, avec des rapports de domination qui sont exacerbés, qui permettent le bon paiement du loyer et la facilité de gestion, et qui permet aussi de contourner le droit plus facilement en cas d'impayé. C'est ce que, par exemple, on voit dans cette citation avec un bailleur qui se vante, par exemple, de pouvoir bénéficier d'une plus grande impunité en cas d'expulsion illégale grâce à ça. Alors, avant d'arriver à ces cas qui sont revendiqués par un certain nombre de bailleurs, il y a, je pense que ça fait écho à la présentation que tu pourras faire tout à l'heure, il y a aussi des façons d'obtenir le départ des locataires en impayés qui vont de stratégies de harcèlement mineur, entre guillemets, d'être sur place, venir souvent, etc., couper, éventuellement entraver la jouissance à l'eau, à l'électricité, voire aller manu militari évincer le locataire, qui sont relativement revendiqués et qui montrent que potentiellement, dans les arriérés de loyer, il y a aussi un turnover assez silencieux de population avant d'entamer les procédures et les assignations ou en parallèle de ces outils juridiques qui sont mobilisés. Un autre effet de ces catégorisations, c'est qu'elles tendent à assigner les locataires précaires à certains quartiers, certains types de biens. On voit par exemple chez des agences immobilières, on le voit mieux chez les agences immobilières parce qu'elles ont un portefeuille important à gérer. On le voit aussi chez certains propriétaires qui ont un patrimoine important, qui vont mettre le bon locataire au bon endroit, par exemple. Mais on le voit le plus donc, chez les agences immobilières qui vont faire bouger leurs critères de sélection en fonction de la facilité à mettre en location les biens. Donc, les apparts les plus de loués, on se contente de la cave, du chômage. Pour les plus récents, les plus propres, dans les meilleurs secteurs, ça sera plus exigeant, la GLI notamment. Donc, cette citation, en fait, montre aussi à quel point les stratégies de sélection, elles répartissent les locataires à travers l'offre de logement, à travers l'espace social. Et enfin, je ne sais pas si c'est enfin, 5 minutes? Je peux essayer. Elles influencent, donc elles ont tendance à jouer sur les pratiques de discrimination. Elles peuvent répartir les locataires et puis elles jouent aussi sur la façon dont la relation locative se déploie avec des stratégies de gestion qui peuvent se faire en fonction de ces catégorisations, même si elles ne jouent pas forcément, même si elles n'évincent pas forcément les locataires du marché. Donc, par exemple, ici, il y a l'idée qu'on va gérer différemment des locataires arabes réputés pour être moins bons payeurs pour le dernier mois de loyer, selon l'expérience de cette propriétaire bailleur, mais qui du coup va, à partir de cette catégorisation, traiter différemment ces locataires-là. De la même façon, on voit bien qu'elles vont intervenir de ces catégorisations dans la façon dont la dégradation des biens est envisagée par les propriétaires. Donc, bien souvent, la cause de la dégradation des biens est remise sur le dos des locataires qui auraient une supposée incapacité à habiter. Et ça va souvent s'accompagner d'explications culturelles et raciales pour expliquer l'état de dégradation non seulement des biens, mais aussi des quartiers. Donc, on voit que ces catégorisations que les bailleurs font des locataires, elles affectent aussi leurs pratiques de gestion et leur vision des raisons des dégradations de ces quartiers et des logements. Un dernier aspect que je voulais aborder, c'était donc le rapport locatif. De toute façon, il oscille entre des formes de mise à distance, mais aussi une proximité qui est relativement cultivée. Et cette forme de proximité, elle s'installe généralement dès la rencontre parce que les locataires mal classés sur le marché du logement
les stratégies qu'ils peuvent déployer pour accéder au logement, c'est notamment d'essayer d'établir ce qu'on va appeler un rapport de confiance avec le propriétaire. Alors, c'est intéressant d'aller voir ce qu'il y a derrière la confiance, mais en tout cas, pour eux, ça implique plutôt des stratégies de dévoilement de soi, c'est-à-dire qu'on va expliquer pourquoi on est dans une situation précaire et donner des garanties morales du fait qu'on paye bien le loyer, etc. Montrer des marques, montrer patte blanche, donner des marques de bonne foi, et surtout s'engager moralement pour obtenir donc cette fameuse confiance du propriétaire et accéder au logement. On garantit qu'on paiera le loyer, etc., même si on a des faibles ressources, ce qui est en fait la seule marge de manœuvre à disposition des locataires pour accéder au logement, essayer de convaincre le propriétaire qui hésite à le mettre en location. Dans la gestion ordinaire du bien, les bailleurs aussi, ils évoquent régulièrement ce registre de la confiance, des petits gestes, des arrangements, comme Fabrice là, qui offre la taxe des ordures ménagères à ses locataires. C'est plutôt qui est plutôt un outil au service de la bonne gestion du bien, ce qui fait mutuellement, on décide de ne pas s'emmerder, comme le dit Fabrice. Donc, ces arrangements, ils servent très directement aux locataires parce qu'ils dégagent quelques marges de manœuvre pour faire face aux dépenses de logement. La TOM, annuellement, c'est une somme à sortir. Quand on a des faibles ressources, c'est compliqué. Ou elles leur permettent d'accéder au logement dans ces formes de personnalisation des rapports. Pour les bailleurs, ces arrangements ils sont au service de la facilité de gestion du bien. Ils permettent de pacifier la relation locative, d'éviter de rentrer dans des conflits avec les locataires en leur en demandant de trop, et in fine d'assurer en fait le bon paiement du loyer qui est élevé au regard des ressources des locataires. Mais plus largement, ces arrangements ils participent aussi dans une mise en dette à la fois morale et parfois aussi économique des locataires, qui les incite à donc accepter le logement en l'état, qui favorise donc le bon paiement du loyer, qui, par exemple, facilite l'obtention de leur départ en cas d'impayé, puisqu'ils s'étaient engagés moralement à payer le loyer. Donc, quand le propriétaire vient toquer à leur porte, il y a ce sentiment de redevabilité qui entre en jeu, en fait, et qui limite la possibilité pour les locataires de recourir au droit, tout simplement, puisqu'ils sont pris dans ces relations-là de redevabilité, d'engagement moral. Voilà, donc peut-être une dernière chose, c'est que donc malgré ces informalités, le marché ne fonctionne pas du tout en dehors du droit et plutôt le droit, c'est un des outils qui fonctionne dans la régulation de la relation locative. Et puis je vous épargne ma conclusion qui est résumée parce que je pense que je vous ai tout dit.